Bonjour à tous. En fait, je voulais faire une petite vidéo, enfin une vidéo qui va synthétiser, celle que je ne vais pas faire. Dernièrement, j'ai mis sur, Facebook et je crois aussi sur Instagram des vidéos, des photos, en fait qui sont toutes, liées les unes aux autres, même si c'est pas de premier abord pas du tout évident. J'ai montré une photo d'ailleurs regroupant, 4, choses différentes et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Tout ça, ce sont comment dire? Je n'ai rien de très affirmatif dans ce que je vais dire. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais toutes ces choses qui me comment dirais-je? Petit à petit, par rapport à ma pratique sportive deviennent très très cohérents. Alors, dans la photo que j'ai mise, il y avait 4 choses différentes. Il y avait, une vidéo d'Olivier Bollier que j'avais partagée. Olivier Bollier qui est un préparateur physique, qui a pas mal, un gros palmarès, puisqu'il a pas mal d'Olympiens et de médaillés olympiques dans ses clients. Alors, cette vidéo parlait d'un prix Nobel qui a découvert un phénomène qui est la propagation musculaire, l'irradiation musculaire. Les deux, je pense que sont valables. En fait, en gros, vous serrez très fort les mains, ça permet de transmettre de contracter plus facilement et plus d'intensité d'autres muscles, les bras ou autres. Ce phénomène existe aussi avec la mâchoire. Les gens d'ailleurs qui font beaucoup de powerlifters et autres ont tendance à serrer très fort les dents. Et d'ailleurs, souvent, ils ont des protège-dents pour l'entraînement ou pour les compétitions. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'irradiation musculaire qui permet de contracter des muscles plus forts en contractant d'autres. Voilà, je suis pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et je vous avais montré aussi une vidéo de moi essayant de grimper sur une espèce d'échelle que j'avais créée avec des sangles et des poignées. Et en fait, quand j'avais fait cette vidéo, j'avais été très surpris de la difficulté que j'avais à grimper. Je me suis dit, tiens, je suis peut-être moins fort que je le pensais. Bon, c'est pas grave, on fait avec. C'est pas le propos. Mais en fait, en regardant la vidéo, j'ai vu que j'avais quasiment à chaque fois le même réflexe. Je m'en étais même pas rendu compte, ou très peu quand je le faisais. C'est-à-dire que je passais d'une hauteur à l'autre, et à chaque fois, je me réagrippais avec la main qui était en l'air. Je l'ai expliqué, je l'explique par le fait que les sangles et les poignets, les poignets, comment dirais-je, pivotent autour de la sangle. Et donc ça fait un mouvement un peu parasite, et je pense. Alors tout ce dont je vous parle là, le lien commun, c'est, autant vous le dire, c'est comment dire, le système nerveux central. Je suis pas un connaisseur de la chose, mais bon, je me suis un petit peu intéressé, ou en tout cas, je me suis posé des questions et j'ai vu quelques informations là-dessus. Alors, donc à chaque fois que je passais d'une étape à l'autre, d'une poignée à l'autre, la poignée coulisse, enfin, sur elle-même, pivote sur elle-même, et à mon avis, les mains reçoivent une information comme quoi la position n'est pas stable. Imaginez l'information quand nous étions surtout passant d'arbre en arbre, quand nous étions encore des primates. L'information, elle est primordiale, elle est réflexe, c'est-à-dire que si ça tient pas, si la poigne n'est pas sûre, la chute peut arriver. Et d'ailleurs, c'était aussi compliqué de descendre que de monter, alors que physiquement, c'est théoriquement plus facile. Parce que les deux poignets devront bouger au moment de la progression ou de la régression. Par contre, une fois fixé, le faire des tractions devient beaucoup plus facile. Alors, quel rapport? Ben moi, je pense que c'est ce qu'on pourrait d'abord, il y a le réflexe, et en plus, il y a la difficulté à contracter ses muscles dans des situations comme ça, où une information contradictoire est en train de vous dire, attention, il y a quelque chose qui se passe. Et je dirais que je pense intuitivement que c'est l'effet inverse de l'irradiation musculaire. C'est-à-dire que vous pouvez certes contracter très fort votre main, mais vous êtes obligé de plus ou moins de relâcher, de chercher quelque chose. Enfin, vous recevez des informations que le système
nerveux central a du mal à interpréter, ou en tout cas le gère comme un éventuel danger. Donc on pourrait dire qu'on pourrait se contracter plus fort. Je pense qu'au contraire, il se prépare à faire autre chose éventuellement, à réagir si le cas échéant. Alors j'imagine qu'avec l'apprentissage, on peut... D'ailleurs, la question de l'apprentissage est très intéressante. Mais bon, je ferme vite cette parenthèse. On peut modifier cette façon de... Enfin, modifier ou minimiser cette réaction. Bon, alors je voulais faire une vidéo en prenant des prises plus sûres, etc., des choses qui ne pivotent pas sur le Rex, mais bon, j'ai renoncé, ça prend beaucoup de temps, et finalement, pour le peu de gens qui vont le regarder et s'y intéresser, je suis pas sûr que ça en valait la peine. Alors, pourquoi donc une autre photo? Je montrais la photo d'une poignée. Bah, une poignée qu'on retrouve, en tout cas dans les fitness parks, pour travailler notamment sur ce qu'on appelle, avec des poulies, sur ce qu'on appelle comment dire, les vis-à-vis. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une poulie de chaque côté qui est fixée soit en haut, soit en bas, soit réglable en hauteur sur le matériel. Et on peut faire beaucoup de mouvements, notamment pour travailler les pectoraux. Mais on peut l'utiliser aussi pour travailler biceps, triceps. Et en fait, la prise dans ces cas-là est assez compliquée et en fait est perturbante. Je l'ai déjà testé, j'ai regardé les gens l'utiliser. Effectivement, à chaque fois, il y a une espèce d'à-coup, il y a une espèce de gêne qui me fait penser qu'il y a aussi cette tendance d'inversion de la propagation musculaire. Et une fois de plus, c'est une hypothèse, mais la gêne, elle est bien réelle. Donc voilà le lien entre le fait que je grimpe non pas à des arbres, mais à des poignées, et cette poignée pour certains mouvements, peut poser problème, et l'irradiation musculaire. Et bien évidemment, au milieu de tout ça, il y a le système nerveux central. Alors, ensuite, deux photos de deux appareils qui sont des vélos elliptiques. Alors, les vélos elliptiques, vous avez les pieds qui font une ellipse, hein, une espèce d'ovale, de façon tout à fait cyclique, hein, ce qui est normal. Et tandis que les mains, elles font un mouvement d'aller et retour. Alors, une des machines a 4 axes avec des changements d'angle. Et en fait, sur cette machine, j'ai constaté, j'avais une gêne quand j'utilisais jambes et bras en même temps. Et j'y ai prêté un peu plus d'attention. Et en fait, je pense que c'est un problème mécanique, c'est des raisons mécaniques. Les mains, quand elles sont en bout de course, au moment d'inverser donc la course, ça soit de passer de tirer à pousser ou de pousser à tirer, il y a un temps mort. Et un temps mort qu'on ne peut pas empêcher, tout simplement parce que les pieds étant reliés aux mains, la mécanique fait qu'il y a un temps mort. Alors que les pieds ont un mouvement continu, les mains sont obligées de s'arrêter. Et ça marche pour tout le monde. Je voulais faire une vidéo pour vous montrer ce temps mort, mais bon, voilà. Mais vous pouvez me croire ou essayer par vous-même si vous avez des appareils similaires. Enfin, la même marque, hein, parce que je pense que d'autres appareils ne feront pas le même effet. Donc moi personnellement, cette gêne, je l'ai ressentie, et en fait, je n'utilise jamais cette machine à main et pied en même temps. Parce que je pense que le message qui est envoyé au corps n'est pas dramatique, mais il y a un dysfonctionnement. Donc le corps est obligé de fonctionner avec ce dysfonctionnement. Alors ça peut être bien pour s'adapter, mais à la longue, je pense que c'est pas une très bonne idée. Voilà, excusez-moi. Et, et donc, j'ai renoncé à faire ça. Je pense que c'est un mauvais message qu'on envoie au corps, et je pense que même ça peut faire mal au dos parce que ça va créer des dysfonctionnements et une adaptation qui, à mon avis, est problématique. Pas dramatique, mais peut-être que problématique. Voilà. Alors là-dessus, je suis tombé sur une vidéo que j'ai partagée qui est un homme qui a Parkinson, et un homme remarquable, hein. Là, je vous invite à voir cette vidéo que j'ai partagée, et qui a fait une démarche de je ne sais combien de kilomètres dans les montagnes suisses. Alors, je vais occulter l'aspect émotionnel,
moi-même, j'ai un fonctionnement plutôt émotionnel, mais c'est pas le propos du tout. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, plusieurs fois dans la, dans le reportage, on ne peut pas discerner son handicap à plusieurs reprises. Son handicap qui touche aussi la voix, et même à ce moment-là, la voix est tout à fait normale. Alors, à quel moment? Eh bien sûr, c'est pas une preuve, hein. Ça arrive au moment où il fait des pompes. Donc, quand on fait des pompes, on remarque au passage que les mains sont en appui, les pieds sont en appui. Et quand il fait un mouvement avec les abdominaux, il a un bâton qu'il tient avec ses deux mains. Donc, les deux mains sont en contact par le bâton et le bâton est en contact avec le dos. Et il est sur ses pieds. Et il fait des mouvements de rotation. À ce moment-là, il n'y a pas de défaut. Et aussi, quand il utilise ses bâtons pour faire de la marche, il fait une marche nordique sans trop de, euh, comment dire, il n'y a pas d'obstacle à ce moment-là. On voit qu'à certains moments, il marche normalement. Quand il marche sans ses bâtons, ça devient plus erratique. Et quand il tombe sur des obstacles, eh bien évidemment, parfois ça peut être très très compliqué, bien qu'il s'en sorte remarquablement bien malgré des chutes. Enfin, je vous laisse voir cette vidéo. Donc, vous voyez le rapprochement, si vous ne le voyez pas, tant pis, mais avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, je me suis posé la question, parce que je me posais aussi la question par ailleurs, de la marche nordique qui permet quand même, ou de la marche tout court, qui permet d'avoir un appui, contrairement à la course à pied, hein. Là, je pense, je vais vite fermer la parenthèse, mais que la marche nordique permet d'avoir un travail sur l'endurance fondamentale, qui est un autre sujet, beaucoup plus facilement que par la course à pied. Mais la marche nordique, sauf erreur de ma part, on a toujours deux appuis et une coordination. Donc une coordination très, très intéressante à ce niveau-là. Et puis, alors oui, alors donc je me posais la question, je l'ai posée sur Facebook, est-ce que quelqu'un sait si la marche nordique a un effet positif sur Parkinson? Alors merci à Nathalie Vitton d'avoir répondu si rapidement. Et donc je suis allé voir ça et effectivement, enfin rapidement, et bah oui, effectivement, oui, il y a un aspect positif sur la maladie. Et donc, en fait, j'étais pas surpris. J'étais pas surpris par un cheminement qui est le mien, et par les réflexions que je me fais et par ce que je constate à droite, à gauche. Voilà, par les vidéos, par les photos, par par ce que je vois par moi-même. Par ailleurs, je suis vite allé voir une vidéo Parkinson et c'était une question aussi que je me posais sur la marche nordique. Et en fait, un gars a développé un logiciel pour aider les Parkinsoniens et il y a une notion de rythme, de cadence. Et si j'ai l'occasion de voir pas mal de gens qui font justement de la marche nordique, il y a une cadence. Bien sûr, on a une cadence aussi quand on court, mais elle est plus marquée avec le bâton qui vient frapper le sol. C'est quelque chose qui justement m'avait marqué, pas frappé parce que ça m'aurait fait mal. Et donc quand je les vois passer, on entend tac, 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 enfin ou plus ou moins vite. Et je pense que ça peut être, comment dirais-je, le son, le rythme, plus les appuis peut être un élément stabilisateur. Voilà. Alors tout ça pour vous dire, je crois que j'ai autre chose à vous dire, mais bon. Tout ça pour vous dire que ce qui paraît pas forcément cohérent dans ce que je montre ou ce que je fais, il y a pour moi beaucoup, beaucoup de cohérence, que dans ma pratique sportive, je cherche à trouver comment dirais-je, des liens et surtout un intérêt. Alors c'est pas de l'intellectualisation, ceux qui ont fait du sport, qui font du sport avec moi le savent. Quand je pratique, je sais comment dirais-je, y aller à fond. Voilà, mais peu importe, je suis pas là pour parler de moi. Mais donc, je veux juste vous attirer l'attention sur tous ces phénomènes qui fait que une pratique sportive bien faite, mais surtout réfléchie, peut avoir, à mon avis, des effets très très positifs. On le sait déjà, mais je pense qu'il faut y mettre et de la sensibilité et de l'intelligence, mais plutôt comment dirais-je, de l'analyse, tout simplement, et de l'observation. Voilà, là-dessus, je vous laisse, puis ça m'évitera de faire deux, trois vidéos que je m'étais promis de faire. Voilà, je dois faire
plusieurs en une, et puis sans trop me casser les pieds, je vous l'avoue. Là-dessus, je vous laisse. Portez-vous bien.